Bilan de santé. Jérôme Marceau arriva aux homicides un peu après 13 ans. Il aurait dû y être beaucoup plus tôt, mais le mauvais temps s'était acharné contre lui. Il y avait un monde fou dans le réseau souterrain à cause de la tempête. La neige continuait de s'abattre sur la ville sans répit. O'Leary et Corriveau discutaient ferme dans la salle de conférence lorsqu'il entra. En se versant une tasse de café, il tendit l'oreille. Ce qui paraît évident, c'est que tout le monde semblait se connaître dans cette salle d'audience. Ils couchaient tous ensemble. Pas le juge quand même, protesta Corriveau. D'accord, pas le juge, mais les autres, oui. Puis il y a Carl Leclerc. Ouais, lui, c'est le fraudeur en série, coupa O'Leary. C'est le banquier. Il plane au-dessus de tout ça. C'est vrai, mais à quoi veux-tu en venir? Demanda Giraud. Il s'était glissé dans la conversation sans y avoir été invité. O'Leary maugréa, comme si c'était une évidence. À l'argent. Quoi l'argent? Ben oui, l'argent. Il faut trouver où il est passé. Carl Leclerc exploita un réseau de fausses cartes de crédit. Brigitte, sa fille, faisait 30 ou 40 achats majeurs chaque mois. Ces gens-là roulaient sur l'or. Mais il n'y a pas de compte bancaire, sauf celui de Brigitte Joly, qui ne contient pas grand-chose. On n'a rien, le néant. Pour trouver un sens à tout ça, il faut retracer l'argent. Je ne crois pas, fit sèchement Jérôme, d'un geste brusque. Il posa son café sur la table. Ce que nous cherchons, c'est le mobile. Pourquoi a-t-elle tiré sur le juge et sur les autres? L'argent n'a rien à voir là-dedans. Comment peux-tu en être aussi sûr? Protesta Corriveau. Il y a autre chose avant ça. Jérôme attira une chaise. Comme? Et avec quelques idées sur la question, mais le moment n'était pas venu de le partager. Les fraudes, c'est la section des crimes économiques qui s'en charge. On ne veut pas aller dans cette direction pour l'instant. Tu as mieux à proposer, peut-être. O'Leary venait d'engager les hostilités. Jérôme ne savait comment répondre. Il n'avait pas d'argument pour étayer sa réflexion, quelques intuitions tout au plus. Mais il lui fallait mettre l'insoumis au pas avant que la situation ne dégénère. Le temps joue contre nous, fit-il en fusillant O'Leary du regard. On nous demande des réponses rapidement. Il y a cette tempête qui nous fait perdre du temps. Ce n'est pas le moment de s'éparpiller. Et pourquoi l'argent ne serait-il pas un motif? Demanda O'Leary. Il va falloir que tu éclaires notre lanterne, enchaîna Corriveau. Moi, je ne vois pas autre chose. Les deux enquêteurs attendaient une réponse. Secrètement, Jérôme espérait que Brigitte sorte de son coma et que ce soit elle qui fasse la lumière sur cette affaire. Mais au fin fond de lui-même, quelque chose lui disait que cela ne se produirait pas et qu'il aurait à se débrouiller sans elle. Le temps joue contre nous, se limita-t-il à répéter. Au même moment, Blanchet entra dans la salle de conférence très agitée, sans prêter attention à O'Leary et Corriveau. Elle déposa ses affaires sur la table et chercha le regard de Jérôme. Est-ce que Brigitte Leclerc est toujours dans le coma? Demanda-t-elle. Je n'ai pas vérifié, fouilla-t-il. Est-ce qu'on a son bilan de santé? Son bilan complet? Non, pas à ma connaissance, mais ça doit se trouver. La communication était embrouillée autour de la table. Blanchet était sur une piste. De l'autre côté, O'Leary et Corriveau ne voulaient pas lâcher la leur. Les sommes d'argent qu'il avait répertoriées étaient trop considérables pour avoir disparu sans laisser de traces. De là, à y trouver un motif pour expliquer la fusillade. Il n'y avait qu'un pas selon eux. Blanchet dut hausser la voix pour leur faire comprendre l'importance de ce bilan de santé. J'ai mis la main sur celui de Gilbert Bois, finit-elle par lâcher. C'est étonnant ce qu'on y apprend sur un directeur de garderie. Jérôme avait oublié ce détail. Le matin même, il avait rabrouillé l'enquêteur parce qu'elle avait omis de lui transmettre le dossier médical de Bois. Non pas qu'il y accordait une si grande importance, c'était simplement sa manière de lui river son clou. Blanchet n'avait-elle pas prétendu tout savoir sur l'ex-directeur de CPE? Bois était séropositif, laissa-t-elle tomber, depuis un bon moment déjà. Il était quand il s'envoyait en l'air avec Julie Sanche, pendant la courte période où elle a travaillé dans sa garderie. O'Leary sourcilla. Que Gilbert Bois soit séropositif le laissait plutôt froid, mais la façon qu'avait Blanchet d'en parler l'allumait. C'est bien ce qu'on disait avant que tu arrives. Ils s'envoyaient tous en l'air, ces cochons. Ça aussi, ça peut être un mobile. Qu'on y pense, la jalousie. Il blaguait, mais Blanchet était tout ce qu'il y a de plus sérieux.
Si Brigitte Leclerc, alias Julie Sanche, était devenue séropositive après son aventure avec Gilbert Bois, elle pouvait avoir eu envie de se venger. Et encore plus lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il témoignerait contre elle. Ça expliquerait un des 4 meurtres. O'Leary et Corriveau firent l'amour. Il convenait assurément de savoir si Brigitte avait été infectée, même si cela restait une explication bien partielle de l'affaire. Pour Jérôme, toutefois, la découverte de Blanchet ne pouvait mieux tomber. Elle écartait momentanément la question de l'argent, ce qui lui permettait de vérifier certains éléments de l'enquête et de se faire une tête sur le sujet. La thèse d'O'Leary et de Corriveau n'était pas sans intérêt. C'est pour cela d'ailleurs qu'il voulait retourner rue la Jeunesse, pour savoir à quoi exactement jouaient Brigitte Leclerc et son père. À son fort intérieur, Jérôme était persuadé qu'il n'y avait aucun lien entre les fraudes et la fusillade. Mais pour comprendre ce qui s'était passé et pourquoi les choses avaient si mal tourné, il devait retourner toutes les pierres laissées en chemin, tirer un trait pour relier les points de l'image. Or, le nouvel éclairage qu'apportait Blanchet établissait un lien entre Brigitte et Gilbert Bois, un lien de sang contaminé. En tout cas, je peux vous dire que Julie, enfin Brigitte, se gavait de médicaments. Il y a une tonne de pilules dans l'armoire à pharmacie de sa salle de bain. J'ai aussi trouvé des prescriptions dans ses papiers. Il y en avait comme ça, fit Corriveau en écartant les doigts pour donner la mesure. Le regard acéré, Blanchet mitraillait l'enquêteur chauve de questions. Tu les as ramenées, ces prescriptions? Tu as trouvé un diagnostic? Elle les prenait depuis combien de temps, ces médicaments? Je n'y connais rien, et ce n'est pas ce que je cherchais. J'ai dit simplement que Brigitte carbure aux médicaments. C'est une accro de toute évidence. Je peux les voir, les prescriptions. Tu en as rapporté de chez elle? Quelques-unes, oui. Attends voir que je les trouve. Blanchet avait rejoint Corriveau de l'autre côté de la table. Ensemble, ils cherchèrent les prescriptions parmi les reçus de cartes de crédit et un tas de papier. Il y en avait plusieurs, mais comment savoir si ces médicaments étaient ceux qu'on prescrit aux séropositifs? Il se perdait en conjectures lorsque Jérôme, calé dans son fauteuil, lui suggéra: Vous n'avez qu'à regarder s'il y a de la thalidomide, pardon, dans la prescription. De la thalidomide, ça fait partie du cocktail de médicaments qu'on prescrit aux séropositifs. Tous les regards s'étaient tournés vers Jérôme. Impassible, il attendait une réponse. Je ne sais pas, lança O'Leary. Je ne connais rien aux médicaments. L'enquêteur Blanchet était revenu vers un ordinateur avec une des prescriptions et tapait furieusement sur le clavier en marmonnant des mots inaudibles. Corriveau revoyait ses notes de perquisition et fouillait dans ses papiers. Comment tu dis encore? Thalido? Quoi? Thalidomide. T-H-A. Les 3 rencontres qu'il avait eues jusque-là concernant cette affaire, c'était la plus désorganisée, la plus erratique. Jérôme s'y était présenté sans agenda et avec plus de questions que de réponses. Il avait cavalièrement repoussé le motif de l'argent pour expliquer la fusillade, sans pour autant offrir une piste plus crédible. O'Leary était démotivé, mais Jérôme savait où il allait. Le plan était simple. Si Blanchet ne parvenait pas à trouver de réponse à ses questions dans les banques de données, il se rendrait à l'hôpital Saint-Luc pour obtenir un échantillon sanguin de Brigitte afin de la faire analyser. Qu'aux 2 autres, O'Leary retournerait au condo de Maître Brown devant le canal Lachine et Corriveau à celui de Terrasse Crémazie. Les fouilles devaient être approfondies. O'Leary s'énerva bien sûr. Et tu crois que le sida est un mobile plus sérieux que l'argent? Qu'est-ce que tu cherches à prouver, elle? Qu'ils baissaient tous ensemble et après. Si quelqu'un m'avait refilé le sida, je pense que je lui en voudrais, argumenta Jérôme. Ce n'est pas Bois qui l'a refilé à la fille, voyons. C'est elle qui le lui a transmis. T'as vu la vie qu'elle m'a menée. C'est que s'indigna Blanchet. La jeune femme repoussa son ordinateur brusquement et croisa les bras. Le visage empourpré, le regard fielleux, elle se vida le cœur. À quoi vous jouez au juste? On dirait une bande de gamins dans une cour d'école. C'est à qui poussera le plus loin. O'Leary se leva carrément en renversant sa chaise. Corriveau, frustré de se faire parler de ce ton, emballa ses dossiers et annonça qu'il avait autre chose à faire. Jérôme lui rappela ce qu'il attendait de lui. Tu retournes aux terrasses Crémazie et il faut terminer le travail.
Ça ne se passerait pas comme ça avec Linda, plaida-t-il. O'Leary en rajouta. Tu as mis les pieds dans des souliers trop grands pour toi, Elron. Si ça t'amuse de nous emmerder, tu as beau jeu. Mais je ne suis pas sûre que ça serve à grand-chose. La rencontre se termina sur ce quoi. Les deux enquêteurs sortirent en laissant la porte toute grande ouverte. Impassible, Jérôme remit son ordinateur dans son sac. Blanchet ne décollerait pas. Avec une indifférence étudiée, il murmura. Est-ce que tu pourrais aller me chercher un mètre électronique? Pardon? Un mètre électronique. Tu sais, ces bidules à rayons qu'on utilise pour mesurer. J'ai perdu le nez. Déconcerté, il se leva et quitta la pièce, entraînant les pieds. Tout compte fait, Jérôme était plutôt satisfait. Ils avaient déstabilisé l'un après l'autre, puis envoyé en mission pour se donner les coups des franches. Grâce à ce stratagème, il avait le 8203 de la rue La Jeunesse pour lui seul. Le logement de Karl Leclerc, devinait-il, n'avait pas encore livré tous ses secrets. Jérôme passa par le poste de redistribution de la rue Jarry pour se rendre au 8203 à La Jeunesse. Tony, l'ancien de la SCS, l'attendait. À cause de la tempête, des incidents s'étaient produits la veille. Les voyous en quête d'un endroit où passer la nuit avaient forcé la porte du métro, permettant d'accéder au poste d'Hydro-Québec. Un deuxième groupe avait enfoncé l'accès donnant sur la ruelle derrière la rue La Jeunesse. Ce n'est qu'au petit matin, avec l'aide de la police, que les intrus avaient été délogés. En relatant cet épisode, les intrus, la belette avait tombé le torse et brandi un bâton de baseball qu'il gardait à portée de la main dans sa guérite. Comme il n'avait pas d'arme de service, lui et ses collègues n'hésiteraient pas à s'en servir en attendant la fin de la tempête, si d'autres infractions étaient commises. Jérôme le rembarra en lui rappelant qu'il avait d'autres chats à fouetter, mais la belette refusa de lâcher l'os. Alors dites-moi, est-ce que ça avance cette enquête? J'espère bien. L'agent de sécurité comprit que ce n'était pas la peine d'insister. Venez, je vous accompagne. Tony n'est pas peu fier. En discutant avec Marceau et en le guidant ainsi dans le poste, il avait l'impression de collaborer à l'enquête, de contribuer aux recherches. Devant la porte donnant sur la ruelle, l'agent insistait pour que Jérôme l'appelle lorsqu'il aurait terminé chez Carlotte. Je viendrai vous ouvrir. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour ça, fit-il en tapotant sa sacoche de cuir. Avec l'incident qu'il y a eu, ce serait préférable, je crois. Jérôme promit donc de le faire. Tony lui ouvrit la porte et il plongea dans la tempête. La neige s'était accumulée au sol, le vent se levait. Il avait toutes les peines du monde à mettre un pied devant l'autre lorsqu'il atteignit la porte arrière du logement de la rue La Jeunesse. Il fit une pause et chercha son passe-partout. Il le trouva tout au fond du sac, et c'est les doigts gelés qui l'enfonça dans la serrure. En un tournement, il ouvrit et se retrouva dans la cuisine du logement. Le mètre électronique que lui avait refilé Blanchette était un modèle plus récent que celui qu'il utilisait habituellement. Il descendit au sous-sol sans prendre la peine de vérifier son fonctionnement. L'endroit était mal éclairé. Il mit un certain temps à allumer l'appareil. Dans la pénombre, un doute l'envahit. N'avait-il pas mieux à faire? Qu'espérait-il trouver dans ce bric-à-brac, ce ramassis d'objets volés qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé au palais de justice? Il se trouvait ridicule, mais pointa tout de même le rayon lumineux du mètre sur le mur du fond pour calculer la superficie de la carte. Il fit des lectures dans un sens, puis dans l'autre, nota les chiffres affichés sur le petit écran de l'appareil, puis monta au rez-de-chaussée, où il répéta l'exercice. Le résultat confirma ce qu'il avait cru remarquer lors de sa visite précédente. Il y avait une différence de 5 mètres carrés entre les deux étages, ce qui n'était évidemment pas normal. Jérôme repéra deux lampes sur pied dans le salon, décota une rallonge électrique dans la cuisine et fit de l'éclairage au sous-sol. Un détail lui sauta immédiatement aux yeux. Il y avait plus de peinture au pied de la porte de la chaufferie. Les pannes étaient peut-être fréquentes, on y venait peut-être souvent, mais à ce point. Il ajusta l'éclairage et passa la main sur le plancher de ciment. D'un côté de la fournaise, la peinture était rugueuse, tandis que de l'autre était patinée. À part ce détail, tout était normal. Une vieille fournaise d'Edson au mazout occupait presque tout l'espace. On pouvait à peine se glisser derrière. Il allait abandonner lorsqu'il aperçut un bout de papier sur le sol, un peu plus loin.
Accroupi, il glissa la main pour l'attraper, et une fois encore, il s'étonna que la surface soit si lisse à cet endroit. Mesurant ses gestes, il contourna la fournaise en palpant le mur de sa main valide. Son petit bras pendait comme d'habitude. Une deuxième main n'aurait pas été de trop. Si un doute l'avait assailli un peu plus tôt, cette fois il se sentait carrément ridicule. Puis soudain, son doigt glissa sur quelque chose de froid. Un loquet de métal peut-être. Il tira dessus. Un bruit sec se fit entendre et la paroi céda. C'était une porte dérobée, une porte qui ne donnait sur rien. C'était en tout cas l'impression qu'il eut avant d'effleurer un rideau de velours sombre qu'il écarta prudemment. Il y avait une pièce de l'autre côté. Jérôme mit un moment avant de trouver l'interrupteur. Lorsqu'il alluma, il eut l'impression d'être dans un bateau, dans la cale d'un grand voilier. L'espace était aménagé de façon spartiate. Une table sur laquelle un livre de comptabilité avait été laissé, deux chaises, un lit rétractable, un téléviseur, une mini-cuisine. Tout semblait graviter autour d'un immense coffre-fort dont la porte était bizarrement entrouverte. Haut d'1,50 m, il était incrusté de lettres d'or. La lumière tamisée et les murs bleu-azur accentuaient encore plus l'impression d'être dans un bateau. Pas un son ne filtrait de l'extérieur, et le rideau de velours, long jusqu'à terre, masquait complètement la porte dérobée, sans doute pour éviter que la lumière ne filtre dans la chaufferie. Tout était propre et ordonné. Rien n'avait été laissé au hasard, hormis la porte entrebâillée du coffre-fort et le livre de comptabilité qui traînait, ouvert sur la table. Jérôme enfila un gant et s'approcha du coffre. Évitant de toucher la poignée, il agrippa à la porte pour les rebords et l'ouvrir toute grande. L'argent était là. Wow! Fit-il impressionné. Il n'y avait pas moins de 5 tablettes dans le coffre. Sur chacune d'elles, des liasses de billets étaient empilées, coincées, serrées les unes contre les autres, jusqu'à ras-le-bord. On n'aurait pas pu y mettre $1 de plus. Plus bas, il y avait des tiroirs, des coffrets de sûreté entrouverts eux aussi. Du bout des doigts, Jérôme en ouvrit un. Des cartes de crédit, des papiers d'identité correspondants étaient réunis en paquets retenus ensemble par des bandes élastiques. À vue de nez, il devait y avoir plusieurs centaines, peut-être un millier. Jérôme s'agenouilla et ouvrit les deux autres tiroirs. Il s'attendait à y trouver d'autres fausses cartes, mais il était rempli de bijoux. Des colliers sortis de pierres précieuses, des bracelets ornés de diamants et des bagues, des dizaines de bagues en or sorties d'émeraudes, de rubis, de saphirs. Ces joyaux étaient emmêlés, entortillés comme des spaghettis oubliés au fond d'un chaudron. Lorsqu'il prit un collier au hasard, une demi-douzaine de bracelets suivit. Dans le cliquetis de l'opulence, un solitaire gros comme une noix de Grenoble tomba sur le sol. Il ramassa le bijou et l'examina un instant avant de se rendre compte qu'une odeur étrange se dégageait du coffre. Il crut d'abord que c'était celle de vieux livres, mais c'était l'odeur de l'argent. Jamais Jérôme n'avait vu autant de richesses réunies. Songeur, il remis le solitaire dans le tiroir, le referma méticuleusement, puis s'éloigna du coffre. Dans l'espace réduit de la cache, il ne savait plus où se placer. Cette fortune avait quelque chose d'irrespirable. C'est à tâtons qu'il recula jusqu'à la table, puis qu'il s'appuya au dossier des deux chaises. L'ampleur de la faux fraude imaginée par Karl Leclerc était colossale. Le coffre-fort béant lui apparut comme un gouffre d'avidité. Une phrase se mit alors à lui tourner dans la tête, une phrase maintes fois entendue et qu'il avait toujours trouvée insipide. Les coffres-forts ne suivent jamais le corbillard. Cette fois, pourtant, il la trouva de circonstance. Le père de Brigitte était passé de vie à trépas en laissant sa fortune à découvert. Il avait aussi laissé un livre de comptes sur la table, un livre avec les colonnes et des colonnes de chiffres, de quoi expliquer en détail la provenance de ce butin qui empestait, mais pas nécessairement de quoi expliquer la fusillade au palais de justice. Malgré cette découverte stupéfiante, Jérôme persistait à croire que l'argent n'était pour rien dans le drame de la salle d'audience. Les magouilles de Karl Leclerc et la tuerie orchestrée par sa fille n'avaient selon lui rien en commun. La thèse de l'argent défendue par O'Leary et Corriveau était pourtant séduisante. On tuait pour beaucoup moins. Mais Jérôme était convaincu qu'il y avait autre chose derrière tout cela.
Si les deux enquêteurs avaient mis la main sur le coffre-fort de la rue La Jeunesse avant lui, l'enquête se serait arrêtée dans l'heure. Elle allait donc devoir retenir cette information, attendre que toutes les cartes soient sur la table avant de jeter la sienne. Après avoir passé une demi-heure à examiner les chiffres du livre de comptabilité, Jérôme avait la tête qui tournait. Ces colonnes de chiffres précédées, le code se moquait des règles de la comptabilité. Les totaux et les sommaires étaient inexistants. Il repoussait le livre, sur lequel il peinait, se frottait les yeux, puis jetait un coup d'œil autour de lui. Son regard se posait sur un bâton de rouge à lèvres oublié sous le bord de l'évier. Il en reconnut la couleur. Un vieux rose délicat comme celui des bâtons qu'il avait aperçu dans la salle de bain du condo de Terrasse Crémazie. Si de son vivant, Carl Leclerc avait établi ses quartiers généraux dans cette pièce depuis sa mort. Sa fille y était certainement venue. Il avait d'ailleurs l'impression que son parfum flottait dans l'air, mais c'était peut-être lui qui tentait de s'en convaincre. Qu'importe, elle n'avait pas les mêmes intérêts que son père, de toute évidence. Bien que le coffre-fort ait été plein au ras-bord, tout laissait croire qu'elle ne s'était pas servie. Elle n'avait pas touché aux bijoux non plus. Brigitte n'avait pas tué 4 personnes, dont un juge pour quelque chose qu'elle avait déjà et qu'elle semblait ignorer souverainement. Pendant 1 heure, Jérôme inspecta la pièce, déplaçant et replaçant les objets, palpant et auscultant tout ce qui lui tombait sous la main. Brigitte était venue là tout récemment, peu avant la fusillade du palais de justice, peut-être, mais qu'est-ce qu'elle était venue y faire? Pleurer son père, mort 6 mois plus tôt? L'endroit avait des allures de mausolée, un lieu sacré dont le tombeau était le coffre-fort. Il était 16 ans et Jérôme ne savait plus ce qu'il devait faire. Signaler l'existence de la pièce secrète au sous-sol du 8203, la jeunesse, ce qui déclencherait une nouvelle perquisition, ou gagner du temps de peur que cette découverte ne fasse dérailler l'enquête. Il alluma le téléviseur niché dans un alcôve au-dessus du coffre-fort. Il n'était question que de la tempête de neige. Sur toutes les chaînes, on ne parlait que de ce début d'hiver chaotique. Une journée de pluie verglaçante, suivie d'une tempête de neige qui ne donnait aucun signe d'essoufflement. La ville était totalement paralysée. Il allait fermer le poste et quitter la pièce secrète lorsqu'une photo du juge Rochette apparut encadrée au-dessus de l'épaule du lecteur de nouvelles, sur des images qui avaient passé en boucle le jour de la fusillade. On rappelait les faits en précisant que le juge assassiné serait inhumé le surlendemain. Mais qu'est-ce qui restant, bougonna Jérôme. La ville était sans dessus-dessous, les rues n'étaient pas dégagées, les autos étaient ensevelies, les autobus ne circulaient plus et le réseau électrique était en panne. Le moindre déplacement prenait des heures. Jérôme s'étonnait du fait que, malgré tout ce branle-bas, les obsèques du juge n'aient pas été repoussées. Il éteignit le téléviseur en se disant qu'il devait retourner au poste le plus vite possible. Mais son téléphone se mit à vibrer alors qu'il mettait le pied dans la chaufferie. Rebroussant chemin, il tira le rideau, ralluma les lumières et vit que c'était un texto de Blanche. Sonia Roff, la grévière du palais de justice, veut te rencontrer. Ce soir, Blanchet. Jérôme relut le message 3 fois en se mordant les lèvres. Cet imprévu l'embarrassait. Il souhaitait revoir Larry et Corriveau avant de rentrer chez lui. L'idée d'une rencontre aux homicides avait en effet été évoquée avant que les deux enquêteurs ne prennent le mort aux dents et ne décampent. D'ailleurs, peut-être était-il dans de meilleures dispositions. Vas-y à ma place, poinçonna-t-il sur le clavier de l'appareil. La réponse ne mit que quelques secondes à arriver. Il a insisté pour que ce soit toi. Jérôme composa le numéro de Blanchet au domicile. Elle décrocha aussitôt, comme si elle attendait son appel. C'est quoi le truc? Pourquoi a-t-elle insisté pour me voir, moi? Elle te fait confiance. Elle mit un temps à réagir. La greffière aux cheveux poivre et sel, qui lui avait remis un dossier dans le corridor du palais de justice, lui faisait confiance. Mais ce n'est pas tout. J'ai autre chose à te dire. J'ai découvert le système. Quel système? Celui de Carl Leclerc. Comment il procédait pour frauder. Très bien, j'arrive. O'Leary et Corriveau n'ont pas donné signe de vie. Il sentit une hésitation à l'autre bout du fil. Blanchet s'éclaircit la voix. Ils ont dit qu'il repasserait au poste en fin de journée, mais avec le temps qu'il fait, je suis là dans 30 minutes. Jérôme raccrochait avant que Blanchet n'évoque la tempête. Il ne voulait plus rien entendre là-dessus.
Le plus tôt il serait de retour aux homicides, le mieux ce serait. Il regagna le métro en passant par le poste de redistribution d'Hydro-Québec. Tony l'attendait à la porte donnant sur la ruelle. Ils n'échangèrent pas le moindre mot en traversant les installations. Alors qu'il allait se quitter, Jérôme lui rappela que rien ne devait transpirer de ses allées. 45 minutes plus tard, Jérôme se penchait sur l'épaule de l'enquêteur Blanchet afin d'examiner de plus près les relevés de compte bancaire, ceux de Brigitte Julien. Il y a deux choses que je veux te montrer. La première, c'est un détail. Quelqu'un qui essaie de cacher quelque chose, je crois. Le relevé de la dernière année tenait en 12 pages. Et pour chaque mois. C'est tout, s'exclama Jérôme. On dirait bien, fit la recrue. C'est curieux, tu ne trouves pas? Carl Leclerc n'avait aucun compte de banque connu, Brigitte non plus. On volé pour des milliers de dollars grâce à leur petite magouille de carte de crédit et qu'on en trouve enfin un compte. Il est presque vide. Seule une demi-douzaine de transactions par mois figuraient sur les relevés. De quoi payer les frais de condo, l'électricité une fois par année, le compte de taxes. Les dépôts étaient rares aussi. Au début de la période, une somme variant entre 1000 et 2000 dollars était versée sur le compte en argent comptant. Le 15 de chaque mois, en revanche, 1250 dollars étaient versés par transfert électronique. C'était le détail qui chicotait Blanchet. J'ai cherché à savoir d'où venait cet argent, mais j'ai perdu la piste. Impossible de savoir de quel compte il provient. Les codes sont bloqués. L'argent transite à l'étranger. C'est tout ce que je sais. Le 15, 1250 dollars arrivent, dont on ne sait pas où, mais de loin. Ça doit se trouver. Je vais m'y prendre autrement. Jérôme lui tourna la tête et fit comme s'il n'avait rien entendu. Blanchet lui proposa à mot couvert de poursuivre son investigation en utilisant des moyens pas tout à fait orthodoxes. Il ne pouvait lui donner sa bénédiction ni la lui refuser. Alors il choisit d'agir comme Linda l'aurait fait en pareil cas, s'empressa de changer de sujet. Ça non plus. Jérôme ne voulait pas l'entendre. Lorsqu'il emprunta lui-même cette formule pour prévenir Linda qu'il était sur le point de tricher, de mettre son nez là où la loi ne lui permettait pas, et elle s'empressait de changer de sujet. Tu voulais me montrer deux choses. Blanchet ouvrit un deuxième dossier nettement plus volumineux. Elle invita Jérôme à s'asseoir et lui remit quelques dizaines de relevés de cartes de crédit. J'ai passé en revue tous les achats portés aux cartes de crédit trouvées au 8203 La Jeunesse. On sait qu'elle ne faisait qu'un achat par carte et qu'il y avait des papiers d'identité correspondants pour chacune d'elles. C'est beaucoup de boulot pour un seul achat. Une façon de limiter les risques. Peut-être. Blanchet s'était remise à son clavier, des colonnes de chiffres défilaient à l'écran. Certains d'entre eux étaient surlignés en jaune. Elle s'arrêta sur un des chiffres au hasard. Là, tu vois, 3 986 dollars. J'ai trouvé le reçu correspondant. Il s'agit d'un diamant. Son doigt glissa sur l'écran jusqu'à la colonne de droite. Et là, 20 000 dollars. La limite de dépenses quotidiennes permise au véritable détenteur de la carte.